de l'EGE, je dirais. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir différents spécialistes de l'industrie de défense. Je commencerai par Aminater, ancien élève de l'EGE et désormais intervenant à l'école de guerre économique Campus Rabat. Tu es directeur des rédactions de Tel Quel. Nizar Derdabi, aussi intervenant, mais tout d'abord ancien officier de la gendarmerie royale et spécialiste en sûreté-sécurité et sur les questions de défense nationale aussi, et d'industrie de défense. Et enfin, Anan Kaab, ancien officier des Forces Royales Air et intervenant et consultant sur les questions de sécurité internationale et de défense, tout comme Monsieur Nizar Derdavi. Je tiens à vous remercier pour votre présence au sein de cet événement de l'école de guerre économique qui s'inscrit un peu dans la lignée des cours que nous donnons dans les deux MBA de l'école de guerre économique sur le campus de Rabat, à savoir le MBA en management stratégique de l'information, le classique MSIE, où nous traitons de toutes les questions de géopolitique et d'intelligence stratégique, et le MBA MASSIB en management de la cybersécurité et de la sûreté, où Nizar, tu es intervenant, qui traite des questions de gouvernance des systèmes d'information, mais aussi de la fonction sûreté et sécurité en entreprise et à l'international. Aujourd'hui, messieurs, nous sommes réunis pour traiter d'un sujet d'actualité. Nizar y reviendra puisqu'il a fait le tour d'un grand salon international dernièrement en France. Nous sommes réunis pour discuter d'un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, c'est le développement d'une base industrielle de défense au sein du Royaume du Maroc et décortiquer un peu les tendances qui se dessinent actuellement concernant cette base industrielle, comprendre un peu comment une base industrielle de défense se caractérise, à quoi elle répond, de quoi elle est constituée, qu'est-ce qu'elle intègre à son niveau et comment elle s'intègre au niveau régional. Et donc, je vais tout d'abord vous poser quelques questions. Amine, je vais commencer par toi. Tu t'es notamment spécialisé tout au long de ton parcours sur ces questions-là. Et ma première question, Amine, justement, c'est de comprendre un peu comment, compte tenu de l'accélération, je dirais, des projets internationaux et de leur implantation dans le Royaume, notamment fin 2025, l'implantation de l'usine indienne Tata Advanced Systems à Berkshire notamment, de comprendre un peu quelle est la stratégie d'implantation d'une industrie de défense qui se définit au Maroc et comment, en fait, s'intègre un projet comme celui de Tata dans la stratégie nationale marocaine. La question que je pose aussi, c'est est-ce que ces différents projets qui adviennent et qui sont amenés à s'inscrire aussi dans un futur proche prennent en compte des impératifs, je dirais, d'intégration locale et de création d'emplois au niveau du Maroc? Et est-ce que nous ne sommes pas en train de reproduire un modèle qui se rapproche un peu de celui des zones franches, des zones d'accélération industrielle, comme on les caractérisait à un moment, avec la question du transfert technologique réel qui se pose derrière. Amine, je te donne la parole. D'accord. Donc, je ne sais pas par quoi commencer. Tu as posé plusieurs questions en même temps. La stratégie de ces... Oui, On l'a perdu. ouais. Donc, je commence par la stratégie, si j'ai bien compris. Une stratégie de défense, il a dit. Exactement. Donc, pour la stratégie de défense, je trouve que c'est dans une continuité d'une vision d'État qui n'est pas liée simplement à la défense, mais quelque chose qui a été consacré par la crise du Covid. C'est le grand retour de la question de la souveraineté et des souverainetés dans la gestion des pays. Donc, on a commencé à parler de souveraineté sanitaire au tout début, puis d'industrielle, etc. Donc, c'était un jalon parmi d'autres dans la stratégie, dans la vision, on va dire, étatique à long terme sur tout ce qui est de la souveraineté nationale. Euh, pour ce qui est de la défense, on va dire que elle a été, son début, ses premiers prémices ont été en même temps que le début de la guerre en Ukraine aussi. Donc, c'est chose qui est venue concerter, on va dire, je parle bien sûr des débuts officiels, tracés, pas des tractations derrière les murs ou des plans ou quoi que ce soit, mais vraiment de ce qui a été communiqué. On va faire cela, on se dirige vers cela, nous allons lancer ça. Donc, ça allait vers un besoin qui était vu par l'ensemble des pays du monde, ce qui se passait en Ukraine, etc., de la nécessité d'avoir un outil souverain sur lequel s'appuyer. Après, pour parler de transfert de technologie, pour parler, si vous voulez,
J'ai sauté à la troisième question. Je suis désolé, Thomas, j'ai oublié la deuxième question. Pour les transferts technologiques, est-ce qu'on va aller sur une zone franche, etc. Je pense qu'on n'a pas le choix au début. On n'a pas le choix au début parce qu'il faut déjà pouvoir assimiler les technologies, pouvoir négocier les brevets ou bien les faire en soi-même, négocier les accords avec les constructeurs et les pays partenaires. Un bon exemple qui sont dans le civil, parce que c'est toujours une bonne base pour commencer un écosystème de défense, c'est ce qu'on a vu, la montée en puissance progressive de l'aéronautique et de l'automobile. Regardez combien d'années il nous a fallu depuis les premières unités de montage de carlingues, de coussins, de sièges, etc., pour l'aéronautique, la création de Midpark à Noassar et tout ça, pour qu'on arrive au Leapmotor avec Safran et qu'on commence à parler, à rêver de monter un avion de pièce par pièce 100% marocain. Donc, il a fallu quand même plus d'une décennie pour arriver à ce stade-là. L'écosystème automobile aussi. Les premières questions de l'écosystème, et c'est mon souvenir de journaliste qu'on a commencé à couvrir ça il y a 10 ans, c'était aussi, tout était question de sourcing. Et on expliquait qu'il fallait que les équipementiers viennent. Et après, entre-temps, on a eu des géants mondiaux japonais, portugais, etc., qui sont venus au niveau du sourcing, se sont installés au Maroc. Et là, on commence à monter en valeur et pouvoir avoir de plus en plus. De là, arriver à avoir du bloc moteur, etc. Donc, là, on est sur une technologie civile avec moins de contraintes de termes de transfert de technologie et tout ça. Donc, imaginez transposer cela sur de la défense où c'est encore plus difficile de décrocher ce genre de choses. Pour ce qui est, est-ce que tu peux me rappeler la deuxième question, comme ça je fais le tour de toutes tes... Pour ce qui est justement quand on a des projets comme celui de Tata, comment est-ce qu'ils vont s'intégrer dans l'écosystème local et quelle est en fait la valeur ajoutée de l'intégration d'un projet, d'une usine comme celle-ci pour l'économie marocaine. Je pense que... Notamment parce qu'on entend parler, et là je rebondis sur ce que tu as dit, Oui, non pas sur les tractations, mais sur les discours officiels, de la création de zones dédiées, une douzaine si je ne me trompe pas, dédiées au développement de l'industrie de défense. Et en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire le schéma des zones d'accélération industrielle? Et quel est bah, l'attendu de la création de ce genre d'écosystème au Maroc quand on voit le mastodonte qu'est Tata au niveau industriel? moi je trouve que déjà la question du zonage est tout à fait normale, logique. Il ne faut pas y voir plus que ça pour expliquer la création de zones industrielles dédiées. La défense étant une industrie spéciale qui a besoin on va dire, de mesures de sécurité, de réglementation spéciale, etc. Il est tout à fait normal qu'une zone dédiée soit créée avec son propre corps juridique. On a vu la loi qui a été mise en place, on a vu aussi les acteurs qui sont étatiques qui gèrent ça. Donc, il y a une volonté de cadrer cela pour avoir un cadre dès le début, ce qui est déjà très bien. Et après, comme je vais me répéter, mais il est tout à fait normal d'avoir ce qui ressemble à une zone franche industrielle au début, le temps de pouvoir faire du reverse engineering, tout simplement, le temps de pouvoir assimiler les technologies qu'on va transférer de chez les autres constructeurs. Pour le choix de Tata, moi je trouve logique, je trouve que c'est un choix tout à fait logique, pas celui qu'on attendait, mais après coup j'ai trouvé ça logique parce qu'on va essayer aussi de voir avec les pays outsiders, les nouveaux acteurs du marché de la défense, qui ont tout à gagner à s'internationaliser là où ils sont limités par les gros acteurs. Quelqu'un comme un pays comme l'Inde doit se sentir à l'étroit entre la Chine à côté, avec la Corée qui est en embuscade de l'autre côté, une Russie qui est très proche, donc, et le gros pourvoyeur américain aussi de plusieurs pays, en fonction on va dire, des rapprochements politiques et historiques. Donc, je trouve que là, on revient aussi à un modèle qui était civil et un modèle, on veut dire, une vision d'état de la coopération économique qui est le win-win. Vous allez vous étendre, vous allez trouver de nouveaux marchés, et nous allons faire du reverse engineering et faire de la production chez nous. Après, pour être sûr de ce qui est du transfert technologique, etc., il faut pouvoir avoir un minimum de détails. Le problème qu'on a, et je pense que c'est aussi dû au démarrage et aussi à, comment dire ça, aussi, il faut une compréhension, une appréhension aussi de ce secteur par l'État marocain. C'est aussi qu'on n'a pas de doctrine claire, on n'a pas de livre blanc, on n'a pas de vision, à part, on va dire, l'ordre du jour du souverain, les grands discours, etc. Mais après, c'est à chaque spécialiste, analyste, de lire entre les lignes. Donc, de là pouvoir dire, ils font ça pour cela, là, toujours on est dans la conjoncture.
j'avoue que une petite, un petit, un petit livre blanc, etc., aiderait beaucoup pour comprendre la réflexion sur ce genre de rapprochement. Très bien. Bah, justement, on y reviendra avec Nizar en troisième question sur la question en fait, de la stratégie, de la création d'une doctrine d'emploi ou des moyens alloués, etc., par rapport à ce qui s'accole au développement de l'industrie de défense, qui forcément doit répondre non seulement à des besoins internationaux et régionaux, mais surtout à des besoins nationaux, en fait. Ma deuxième question est justement, pour rebondir, et pour toi, Adnan, c'est Mm. la question de l'autonomie réelle d'une base industrielle, compte tenu de ton passé de pilote dans les Forces Royales Air, justement, comment est-ce qu'on perçoit aujourd'hui, notamment parce qu'il y a déjà une vraie maturité sur la constitution d'un écosystème aéronautique industriel civil, comment est-ce qu'on perçoit aujourd'hui l'avenir de l'aéronautique militaire, j'entends, quand on voit, et on y reviendra aussi avec Nizar, tous ces acteurs, que ce soit du drone ou de l'aéronautique classique, qui, je dirais, s'agitent au niveau industriel compte tenu des nouvelles formes de conflictualité. On parle de l'Ukraine, on parle de l'Azerbaïdjan, etc. On parle de ce qui se passe au Sahel. Comment aujourd'hui, quelle est l'autonomie du Royaume du Maroc sur le développement d'une telle base industrielle? Est-ce que ça répond plutôt à une logique d'outsourcing, comme disait Amine, où on va procéder à de la maintenance, à du réassemblage, ou alors est-ce qu'on est vraiment sur le développement d'une production visant l'usage de systèmes, je dirais pas indépendants, mais en tout cas de manière autonome et de manière beaucoup plus contrôlée par l'État. Voilà. Ok. Merci Thomas pour l'invitation et merci pour la présentation. Je vais mettre peut-être au début une casquette juriste pour pouvoir mettre les jalons de la discussion pour être clair. Donc, à mes yeux, le Maroc a largement résolu la question de l'acquisition des équipements. Non, le véritable défi est désormais de transformer ces acquisitions en une puissance industrielle, technologique et stratégique durable. Donc, les faits montrent que cette dynamique est déjà engagée. Donc, depuis 2020, le Royaume s'est doté d'un cadre juridique avec la loi 10-20. En 2023, il y a le décret relatif aux compensations industrielles qui est venu préciser ce dispositif. Après, il y a eu deux zones, c'est pas 12, mais deux zones d'accélération industrielle dédiées à la défense, ensuite ont été approuvées. En 2025, 10 projets représentent environ 260 millions de dollars d'investissement annoncés et 2500 emplois directs ont été autorisés. Alors, je ne parle pas des partenariats, tout le monde est au courant, avec Tata, Baykar, Lockheed Martin, Sabena Engineering, et le dernier en date, c'est Harmattan AI. Très bien. Donc, nous ne sommes plus dans une logique d'intention. Nous sommes entrés dans une véritable dynamique industrielle. Donc, pour analyser cette évolution, j'utilise une grille de lecture fondée sur les formes de dépendance. Donc, on parle de trois dépendances. Donc, la dépendance subie, c'est celle où le fournisseur décide et où le client s'adapte. On parle après de dépendance négociée, donc c'est celle où l'échange d'accès à une technologie contre des transferts de compétences, de maintenance, de production locale et de savoir-faire. Et puis enfin, on parle de dépendance maîtrisée. Donc, ça ne signifie pas l'autarcie, qu'on soit d'accord, mais d'ailleurs, aucun pays ne maîtrise toutes les technologies critiques, on est d'accord. Mais cette dépendance maîtrisée consiste à choisir les dépendances que l'on accepte et que les domaines dans lesquels on veut progressivement construire une véritable autonomie. Donc, à mon sens, le Maroc aujourd'hui est engagé dans cette transition entre dépendance subie et dépendance négociée. Donc, toute la question est désormais de savoir comment évoluer vers une dépendance maîtrisée. Donc, j'aborde la question en étant ancien de la boîte, de la muette. Donc, dans ce métier, on apprend très vite qu'un système d'armes ne se juge pas le jour où il est livré, mais pendant les 30 ou 40 années où il va falloir le maintenir disponible. Donc, c'est cette logique que j'applique aujourd'hui à la base industrielle de défense. Alors, pour revenir à votre question, qui est pertinente d'ailleurs. Donc, autonomie est là. Donc, moi, je décline ça sur. Alors, il faut que je fasse une nuance entre deux lectures excessives. Donc, la première consisterait à dire que la maintenance locale ne crée aucune autonomie. C'est faux. Et la seconde serait de considérer que cette maintenance locale suffit à créer une souveraineté technologique, ce qui est faux aussi. Donc, pour clarifier le débat, donc je distinguerai 5 montées en compétences industrielles, 5 étapes par lesquelles il faut passer impérativement. Il faut pas sauter les étapes. Donc, la première, c'est l'assemblage.
Donc, il faut passer par l'assemblage pour pouvoir se faire une expérience et former l'équipe qui va pouvoir travailler dessus. Après, on passe à la maintenance. Donc, c'est un autre échelon. Donc, maintenant, c'est développé, par exemple, avec Sabena Engineering et Lockheed Martin, qui permet, par exemple, d'assurer localement une partie importante du maintien en conditions opérationnelles des F-16, par exemple, et des C-130. Donc, c'est un gain considérable en réactivité, en disponibilité de la flotte, en formation des techniciens et en montée en compétences industrielles. Mais maintenir un F-16, ça ne suffit pas, ça ne veut pas dire maîtriser l'F-16. Donc, ça veut dire que les logiciels critiques restent développés par Lockheed Martin. Donc, les pièces soumises au régime ITAR, donc c'est International Traffic and Arms Regulation, donc pour faire simple, c'est l'autorisation d'importer du matériel militaire des États-Unis. Il faut une autorisation préalable. Donc, cette réglementation, ce matériel-là reste toujours soumis à une autorisation américaine. Donc, les évolutions majeures du système continuent d'être décidées par son concepteur. Donc, c'est ce que j'appelle la souveraineté d'usage. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Amine, et je te remercie pour ça. Donc, autrement dit, le pays maîtrise l'emploi et une partie du soutien de son équipement, mais pas encore sa conception, ni son évolution technologique, ni sa liberté de réexportation. Donc, j'ai dit tout à l'heure la Corée, et je te laisse la main pour parler de ça, c'est Amine, parce que la Corée, c'est un cas très particulier, parce qu'ils ont développé la Defense Acquisition Program Administration, qui m'intrigue vraiment. C'est l'équivalent en France de la DGA, Direction Générale d'Armement, et qu'on a besoin de cet organe-là. C'est cet organe qui va pouvoir coordonner, contrôler et donner des objectifs à suivre. Mais De avant développer une d'arriver là, permanence, quoi. c'est ça, exact. Mais avant d'arriver là, donc je garde toujours ma casquette de juriste et je vais vous dire, parce que le droit, il va rejoindre la stratégie. Et comment? Donc, on parle souvent de souveraineté industrielle comme s'il s'agissait uniquement d'usines ou de technologie. Mais en réalité, une politique industrielle, c'est d'abord une architecture juridique et institutionnelle. Donc, la loi 10-20 a constitué une avancée majeure, on est d'accord, en donnant au Maroc un cadre juridique pour développer l'industrie de défense. Mais lorsqu'on l'examine en détail, on a trois limites qui apparaissent. Donc la première, c'est celle qu'elle ne fixe aucun taux minimal légal de transfert de technologie. Donc les niveaux de transfert sont négociés projet par projet dans des conventions bilatérales. Donc cette souplesse facilite les négociations, certes, mais elle empêche également d'évaluer objectivement ce que le Maroc a réellement acquis comme compétence depuis 2020. Donc aucun parlementaire, aucun chercheur, aucun organisme indépendant ne peut aujourd'hui établir un bilan consolidé de cette politique. Deuxième limite, ça concerne la réexportation. Donc, l'article 18 prévoit bien des obligations dans ce domaine, mais aucun organisme indépendant n'est chargé d'en contrôler l'application dans la durée. Donc, l'obligation juridique existe, mais le mécanisme de vérification, lui, n'existe pas. Et enfin, je vais m'arrêter là pour ne pas trop monopoliser le micro. Donc, l'article 48 du décret d'application exclut explicitement les forces armées royales de son champ. Ça veut dire la loi encadre les industriels, mais elle ne crée pas d'instance chargée d'arbitrer les priorités entre les différentes armées, ni de coordonner les grands partenariats industriels. Autrement dit, le Maroc dispose aujourd'hui d'un cadre juridique pour accueillir une industrie de défense, mais il ne dispose pas encore d'une architecture institutionnelle permettant de piloter cette industrie comme une politique publique cohérente. Et c'est ça que je pense qui crée, à mon avis, l'écart entre une politique d'acquisition et une véritable stratégie industrielle de défense, et je vais m'arrêter là. Très bien. J'ai juste une petite question justement, et tu m'y as fait penser quand on parlait des normes ITAR qui sont donc liées à Oui, l'emploi de systèmes américains, quel que américain. soit le niveau d'intégration du système dans un appareil, dans un vecteur. Mm. Est-ce que quand le Maroc acquiert des drones chinois ou turcs, y a-t-il des normes? Le turc, ça va être un peu différent parce qu'il y a des normes otaniennes à respecter, je suppose, mais est-ce que quand on acquiert un drone chinois, la Chine utilise aussi je dirais cet outil ou cette arme juridique pour comment dirais-je, conditionner l'emploi du vecteur drone, par exemple. Alors, honnêtement, je n'ai pas idée, mais D'accord. je présume, mais je garde toujours ça entre guillemets, c'est Mhm. la façon de faire des Américains est très différente que Ouais. celle de faire des Chinois. On prend un exemple pour comparer, ce n'est pas le même domaine, certes, mais si on voit les Chinois en Afrique, ils ne conditionnent pas l'accès des subventions à des contraintes institutionnelles.
Donc, vous voulez D'accord. un prêt, je vous le donne, mais je ne pose pas de conditions par Ouais, rapport aux droits humains et aux droits d'homme et tout ce qui concerne. Ça tout ne à me fait. concerne pas. Je suis venu pour faire du business. Ok, Donc, je très bien. suppose que si on Ouais. travaille sur la même. Mais bon, c'est une bonne question. Je m'y pencherai et je reviendrai vers vous après. Ok, très bien. Merci Adnan. Nizar, Merci. petite question justement. Toi qui, et pour rebondir aussi sur ce que disait Adnan, toi qui as un peu écumé les salons en plus dernièrement, qu'est-ce que tu vois du développement et surtout de l'image à l'international du développement de cette base industrielle marocaine et comment est perçu le royaume comme, je dirais, avant-poste d'une industrie de défense ouest africaine, si ce n'est africaine, notamment avec des. On parlait de Harmattan AI qui cherche à s'implanter au Maroc ou qui s'implantera au Ouais. Maroc peut-être, de boîtes comme Delair dont on entend parler dans les médias. Donc tous ces dronistes, et pourquoi le Maroc? Alors déjà, merci Thomas pour l'invitation. Merci de mettre sur la table ce sujet éminemment stratégique. C'est un sujet, comme l'ont dit Amin et Adnan, c'est un projet stratégique sur le long terme qui a été impulsé par Sa Majesté et qui vise plusieurs objectifs. Les plus importants, ça a été dit, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est d'avoir une autonomie stratégique sur le plan militaire. Ça veut dire essayer de produire non pas tout le matériel, Adnan l'a bien expliqué, mais ne serait-ce qu'une partie du matériel qu'utilisent les forces armées royales pour ne pas avoir une dépendance complète, tout en disant que c'est un élément central de l'influence. Un pays a besoin, le Maroc maintenant, a une politique résolument tournée vers un rayonnement dans notre environnement proche et lointain, donc dans le pourtour méditerranéen, dans sa profondeur africaine. Et il est très important pour le Maroc de mettre tous les moyens pour que ce projet stratégique avance et avance à une vitesse, je dirais, rapide, qui accompagne l'avancée sur le terme doctrinal, stratégique, mais également technologique que l'on aperçoit de conflit en conflit. Depuis la Russie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a de cela un peu plus de 4 ans, avec ce qui s'est passé en Iran, je peux vous dire que l'avancée en matière doctrinale, stratégique et surtout d'utilisation des systèmes d'armement en général a pris un coup d'accélération, je dirais, de 40 ans. On n'a pas vu dans les dernières décennies une telle accélération. Donc, je reviens maintenant à ta question, Thomas. Quelle est la présence de cette BITD marocaine dans des événements comme Eurosatory? Alors, je mets juste un peu le cadre pour que les participants qui nous écoutent comprennent un peu la dimension du salon Eurosatory. Le salon Eurosatory est un salon biannuel et c'est, d'après les organisateurs, le plus grand salon d'armement mondial au niveau des 3 composantes. Il y a des salons d'armement comme le Bourget qui font que de l'aérien. Il y a par exemple Euronaval qui fait que du naval et du maritime. Il y a Milipol qui fait de la militaire et police. Mais Eurosatory, c'est vraiment le baromètre annuel. Et on l'a vu cette année avec plus de 2600 exposants. Donc imaginez un salon avec 2600 stands, en sachant que pour un exposant d'armement de char, le stand dépasse des fois les 1000 à 1500 mètres carrés. Donc pour imaginer un peu la dimension, qu'est-ce que j'ai vu à travers ce salon? Eh bien, l'omniprésence des drones, de l'anti-drone et de l'IA et de la guerre électronique. En général, dans les salons d'armement, il y a toujours les vedettes du salon, c'est-à-dire que les grands constructeurs, par exemple, je dirais l'exemple des chars, profitent de l'occasion d'un salon pour mettre en avant et présenter leur dernière production. Ça a été le cas cette année avec KNDS qui est une entreprise qui a été fusionnée entre 2 acteurs, l'acteur le plus important dans le domaine terrestre de l'armement français et de l'armement allemand. Donc, c'est le géant franco-allemand qui construit les chars, les pièces d'artillerie, etc. Ils ont présenté un char de dernière génération qui s'appelle le Capint comme capacité intermédiaire, qui devrait être le remplaçant du char Léopard allemand et du char Leclerc. Donc, vous imaginez tout le défi que doit remplir ce char. Mais malgré tous ces produits phares,
l'élément phare, je dirais le produit phare, ça a été les drones, les solutions anti-drones et l'IA et la guerre électronique. Et on a vu, enfin c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce qu'ont remarqué tous les journalistes, les experts avec lesquels j'ai échangé, c'est que les délégations, qu'est-ce que c'est que les délégations? Ce sont les officiers supérieurs qui viennent des états-majors de différents pays, qui viennent en tant que clients, soit observateurs, pour voir un peu toutes les dernières technologies qui sont exposées, qui sont produites, mais aussi comme clients pour échanger avec les constructeurs, pour faire un benchmark entre les différents produits. Je peux vous dire que les halls qui ont eu le plus d'afflux, sans surprise, c'est le hall des drones et des solutions anti-drones, avec cette surprise de cet acteur. On aimerait bien l'appeler franco-marocain parce que le fondateur, il est marocain, il est né à Rabat, il a fait ses études ici, mais la solution, plutôt son entreprise, elle est française parce qu'elle a été fondée en France, les capitaux sont français. Et donc, je reviens maintenant à ta question, après toute cette mise en contexte. La présence de la BITD marocaine, malheureusement, elle a été, j'ai fait le tour pendant 3 jours, je pense quasi absente. À l'inverse du salon Le Bourget, où on avait eu un stand marocain avec des entreprises marocaines, ici le Maroc n'est pas encore présent, alors que j'ai eu la surprise de découvrir des États, des nations qui ne sont pas connus traditionnellement comme étant de grands vendeurs d'armement, notamment les pays de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie. Donc, ce sont des États européens qui font partie de l'UE, avec peut-être le plus bas PIB, et pourtant avec des solutions, avec des technologies sûrement très compétitives, parce qu'elles sont, on l'imagine, beaucoup moins chères que les drones, par exemple, ou les systèmes antimissiles américains, mais pourtant qui ont suscité un grand intérêt de la part des experts. Et donc, il est logique de se demander que cette BITD marocaine qui est naissante, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas présente? À mon avis, parce qu'au Maroc, on n'a pas encore notre première, je vais dire, on aimerait bien avoir une start-up comme Harmattan AI, ou bien ne serait-ce qu'un premier constructeur marocain, parce que pour l'instant, le Maroc a choisi le modèle du transfert de technologie. Donc, comme l'a dit Adnan tout à l'heure, donc ce sont des acteurs reconnus, Lockheed Martin, Baykar ou bien Tata Industries, qui sont venus au Maroc pour produire avec leur technologie et peut-être avec un transfert de technologie qui va se faire petit à petit. Donc tout ça pour se dire que au Maroc, par rapport à notre contexte, le Maroc est en avance, mais quand on participe à des salons comme Eurosatori, je pense qu'on comprend tout le travail et le chemin qui reste à faire. Je mettrai quand même un petit, plutôt qu'un petit bémol, un petit dièse, pour dire que le Maroc, au contraire, même si on est peut-être en retard sur le plan de la BITD, les forces armées royales, donc, qui est la principale force qui assure les missions régaliennes de défense et de sécurité, les forces armées royales, à travers leur coopération avec des armées étrangères partenaires des alliés comme les États-Unis, ont, je pense, pris toute la mesure de l'impératif de maîtriser ces nouvelles technologies, c'est-à-dire maîtriser l'utilisation des drones et de l'anti-drone, l'IA intégrée dans le champ de bataille. Et je citerai le dernier exercice African Lion, auquel j'ai eu la chance et le privilège de participer en tant qu'observateur. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est African Lions pour notre auditoire qui ne connaît Oui, bien pas sûr. Alors, African Lion, qui en est à sa 26e édition cette année, est le plus grand exercice militaire combiné multinational. C'est-à-dire que chaque année, dans African Lion, qui est organisé au Maroc, on a des unités et des militaires de l'armée marocaine, toutes les composantes confondues, armée de terre, marine et aviation, qui s'exercent, qui préparent les guerres de demain avec leurs alliés. Donc, principalement les deux principaux alliés et les co-organisateurs, c'est l'armée américaine et l'armée marocaine, avec la participation cette année de plus de 30 pays, soit avec leurs propres troupes qui participent
aux exercices ou manœuvres, ou bien avec des observateurs militaires. Et en général, African Lion se tient sur 2 semaines avec beaucoup d'exercices, etc. Et il se conclut par une manœuvre de synthèse où on va, tous les militaires participants vont s'exercer et vont pratiquer tout ce qu'ils ont, on va dire, appris ou bien renforcé comme capacité. Et dans cette manœuvre finale, à laquelle ont participé bien sûr le général de corps d'armée inspecteur des forces armées royales, avec le général américain de l'Africa, enfin du commandement africain. Et dans cette manœuvre, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu pour la première fois au Maroc l'utilisation. Alors les drones avaient déjà été utilisés durant plusieurs, je vais dire, éditions. Cette année, pour la première fois, on a vu l'utilisation de robots d'appui-feu, d'engins téléopérés du génie et de solutions de drones et d'anti-drones sur le champ de bataille. Et aussi, nouveauté cette année, c'est que la conduite des opérations, ce qu'on appelle le C2, le Command and Control, c'est fait grâce à l'IA. Donc, le champ de manœuvre qui se trouve à Cap Darha, dans la région de Goulmim, au sud du Maroc, relié avec le PC qui était à Agadir. Donc, tout ce qui se passait sur le champ de manœuvre, avec tous les capteurs, donc bien sûr les radars, les drones, etc., était, je vais dire, relié en temps réel avec le PC qui se trouvait à Agadir. Et toutes ces données, grâce à l'IA, qui peut bien sûr analyser des milliers, voire des centaines de milliers de métadonnées, et ainsi faire en sorte que la boucle de décision, c'est-à-dire on est sur le champ de bataille, on observe, on voit l'ennemi avancer, on va désigner des objectifs, etc. On va renvoyer ça au PC central qui va, à partir de toutes ces données collectées, donner des décisions, des ordres sur le champ de bataille pour traiter l'ennemi avec un gain de temps considérable. Donc, ce qu'on a vu un peu sur les derniers théâtres d'opération quand on parlait de ce qui était de guerre en Iran, etc. en fait, avec effectivement, interception dans le Golfe. Je vais passer la parole à Amine, mais j'ai une remarque à faire, je pense, qui est assez intéressante par rapport à ce que tu disais. C'est que quand on parlait de pays de l'Europe de l'Est et de la manière, c'est vrai que quand on se situe avec, quand on regarde du côté Europe de l'Ouest, on oublie de considérer la base industrielle de défense d'Europe de l'Est parce qu'on a un biais, je dirais, de pays occidental et qu'on a affaire à des pays qui sont des ex-pays du RSS, mais qui ont pu capitaliser sur en fait une base industrielle préexistante et une connaissance des besoins en fait et une nécessité en plus de continuer à produire. Et il y a presque une dizaine d'années, j'avais fait un salon de l'armement en Pologne, pas loin de la frontière russe, si je dis pas de bêtises, et c'était assez impressionnant de voir la maturité des équipements polonais, de la République tchèque, etc. Parce que d'autant plus que maintenant, avec l'expérience ukrainienne, ils ont comme prisme d'être quasi en guerre pour la Pologne et en guerre pour l'Ukraine, et donc de comprendre que le danger est immédiat, contrairement aux pays d'Europe latine ou d'Europe du Nord, par exemple. Et il y a cette boucle d'innovation qui est beaucoup plus courte et qui est un impératif pour eux. Et c'est intéressant de voir la maturité de ces outils-là, qui reposent sur une structure historique et une planification civilo-militaire soviétique, je dirais. Alors que peut-être que le bémol, comme on disait, pour un pays comme le Maroc, c'est, comme pour les pays latins, c'est d'avoir, Adnan parlait de la Grande Muette tout à l'heure, c'est de faire basculer la production industrielle sur une production industrielle civilo-militaire, en fait. Et Amine, je vais te passer la parole parce qu'il y a quand même l'expérience coréenne, sud-coréenne, est très intéressante pour ça parce qu'il y a une logique de planification un peu à la japonaise. Le modèle coréen est un modèle qu'on étudie énormément dans les modèles d'intelligence économique, comme pour le Japon, parce qu'il y a une planification qui vient d'en haut, qui intègre tous les segments de l'économie et non pas que de l'industrie coréenne. Ça va de la banque à l'assurance, au foncier, aux politiques, qui va donner le là un peu et qui impose un style de conduite de la base industrielle de défense qui est assez intéressant. Amine, je te passe la parole. Merci, merci. Et merci à Adnan d'avoir tendu la perche. Parce que j'explique un peu pourquoi on se retrouve à parler de Corée
tout d'un coup, c'est parce que je reviens justement de Corée depuis quelques semaines où j'avais fait un voyage dédié à la défense. Vous pouvez, pour les abonnés tels quels, vous pourrez trouver 2 articles d'analyse dessus où j'explique un peu justement un volet industriel et un volet d'organisation et gouvernance. Déjà, ce qui est très intéressant chez eux, c'est comment ils ont su jouer avec la souveraineté d'usage. Euh, Ils sont totalement conscients de leur dépendance aux Américains sur plein de technologies et ils ont réussi à créer un modèle où ils vont proposer des produits, par exemple, au niveau naval, c'est le destroyer Aegis. Aegis, c'est le gros radar américain on va dire, le gros outil du vecteur. Et puis, au niveau aérien, les jets, le KA-25 et le KA-50, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est un jet de quatrième, ce qu'ils disent, eux, 4,5 générations, où ils estiment concurrencer le Rafale dessus. Et par exemple, je donne un exemple, et un autre appareil qui est un appareil multi-usage qui fait autant pour l'entraînement des pilotes que pour de la police des airs et de l'appui-feu pour les troupes au sol. Et ils ont tous les deux des blocs moteurs et des équipements Lockheed Martin, ce qui ne les empêche pas de pouvoir exporter. Ils exportent ça fait même partie de leur, on va dire, au niveau de leur portefeuille, des gros avec le char qu'ils viennent de vendre aux Polonais. Ils ont fait tout simplement parce qu'ils font du pick and choose et ils vont aller vendre aux gens qui ont déjà, au pays, qui ont déjà des partenariats de défense actés avec les Américains, avec les États-Unis. Donc, ce qui permet déjà de matelasser ou bien de préparer la route à la réexportation. Donc, ils ont fait le choix d'un circuit fermé. Donc, ils sont en Malaisie, ils sont en Pologne, ils préparent le terrain pour le marché des sous-marins au Canada. Et ils ont aussi beaucoup fait de reverse engineering parce que leur base industrielle, quand on commence à chercher leur BITD, elle vient d'une nécessité. Elle vient d'une nécessité, pas de répondre à la menace. Bien sûr, eux, c'est pour répondre à la menace nord-coréenne de leur côté, mais c'est surtout après, dans les années, je pense, 70, si je ne dis pas de bêtises, que les Américains avaient décidé de baisser leurs équipements et leur mobilisation dans la péninsule coréenne. Donc, il y avait un besoin de remplir un vide rapide. Et c'est là où la spécificité coréenne rentre en jeu. C'est quelque chose qui est très difficile à dupliquer sur le pendant industriel, je parle, mais pour la montée rapide en valeur, c'est qu'ils ont mobilisé leurs gros conglomérats. Ils ont mobilisé ce qu'ils appellent les chaobots. Donc Samsung, Hyundai, Daewoo et compagnie. Ils ont mobilisé dans un premier temps pour pouvoir au moins répondre à l'existant. Ils ont fait beaucoup de reverse engineering sur les modèles existants qu'ils avaient américains. Et puis, il leur a fallu le temps, c'est là où ce dont parlait Adnan, c'est là où aurait rentré en jeu des institutions comme la DAPA, la Defense Administration pour moi, Acquisition Program Administration, qui est le régulateur de l'industrie de la défense, ou bien comme ils aiment bien le dire en marketing, de la key defense. Et en leur posant la question pourquoi vous avez créé, est-ce qu'il y avait des problèmes entre les différents corps d'armée, c'était surtout pour pouvoir créer une seule voie, pouvoir centraliser la prise de décision au niveau de l'acquisition et du lancement de programmes, et aussi ils ont décidé d'une certaine manière ils ont forcé la main pour des fusions, réorganisations d'entreprises. Donc, c'est là où ils ont créé que KAI a été créé, par exemple, Korean Aerospace Industry. C'est le constructeur aéronautique coréen. Il a été créé sur des fusions entre différentes chaebols. Donc, il y a eu on va dire. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que l'État, en plus, n'a pas un peu forcé la main aux grandes familles qui tenaient les chaebols à investir dans ces outils-là? Non, carrément. Carrément, ils leur ont forcé la main, Ils ont bien sûr compensé sur du civil, dans de l'industrie, j'imagine au niveau de niche fiscale, etc., comme dans tout business. À un moment, l'État force la main, mais doit lâcher le lest sur autre chose.
Donc, il y a eu cette volonté, et cette volonté continue avec la DAPA, qu'ils ont, d'une certaine manière, ils ont modelé leur BITD pour créer des champions. Et chaque champion a joué, on va dire, sa partition sur son segment. Par exemple, sur le sous-marin, c'est là où ils ont commencé à produire du sous-marin. Au début, c'était un partenariat avec les Allemands. Et ils ont fini par pouvoir faire du reverse engineering dessus et créer, on va dire, du made in Korea avec un mélange aussi, parce que dès qu'on commence à gratter, au bout de 20-30 minutes où je les harcèle de questions-réponses, on commence à dire non, mais le bloc, mais le moteur, la turbine, etc. Mais tant que c'est au niveau des Philippines, par exemple, dans leur espace où ils ont commencé à s'étendre, Malaisie, Philippines, etc., Indonésie, oui, mais là, en fait, on est en territoire où on a de la marge de manœuvre. Donc ça, c'est ce qui est à retenir. Et c'est ce côté aussi qui est, comme j'ai dit, de modeler la BITD. Ils n'ont pas hésité à forcer des fusions, à forcer de la réorganisation pour pouvoir avoir une vision claire et aussi des stratégies claires à étaler. Et là, c'est là où avec, on va dire, ils ont eu une longue vague creuse qui a démarré qui s'est finie plutôt, où ils sont passés de simplement fournir à leur force à eux, et avec les premières internationalisations qui étaient les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, et puis ils sont passés à la vitesse supérieure au moment où ils ont vu une ouverture. L'ouverture, c'est aussi que le besoin en défense était devenu très important, mais aussi parce qu'ils avaient l'interopérabilité avec les normes OTAN, vu leur partenariat avec les forces américaines, vu le fait que les Américains ont toujours des bases là-bas, qui les aident à sécuriser leurs frontières avec la Nord-Corée, qui sont toujours garants, on va dire, du cessez-le-feu d'un certain côté au niveau de la zone démilitarisée. Donc, les Américains étaient là. On l'avait redécouvert durant l'épisode iranien, qu'on a vu les batteries THAAD antiaériennes, de défense antiaérienne, être bougées de Corée et de Japon pour être déployées au Moyen-Orient. Donc, ils ont vu une ouverture, et ils ont aussi mis en place une myriade d'agences. La plus importante, par exemple, c'est la COTRAS. C'est l'équivalent d'une ANDIE marocaine, une agence marocaine de développement de l'export et des investissements, mais qui ont des sous-filiales, si vous voulez, des sous-agences dédiées à la défense, qui font que la défense. Ils ont même ouvert, ils ont une agence ici à Casa, donc qui épaule les opérateurs coréens au Maroc. Et donc, vous avez la DAPA d'un côté qui est là mais il y a aussi un organe à part qui fait que l'exportation, et qui va continuer la négociation et épauler les opérateurs pour tout ce qui est transfert de technologie, négociation de deals, et pour ce qui est typiquement commercial. Donc l'État, on va dire, l'État coréen accorde un accompagnement depuis le début, accompagne depuis la création jusqu'à la vente finale. Donc c'est ça qui fait la différence. C'est tenir les rênes tout en laissant les entreprises s'épanouir au sein ils sont, on va dire, ils leur laissent un espace d'innovation et tout ça, mais avec une stratégie, une vision qui est déjà loquée à l'avance. Je pense que j'espère avoir fait le tour sans être trop. Merci, Amine. Nizar, je te poserai la question de la doctrine après, mais là, je vais poser une question à Nan. C'est justement, on voit un peu à quel point c'est un projet qui est éminemment politique déjà et diplomatique, puisque quand on prend le cas de l'Ukraine en guerre ouverte, le cas de la Corée du Sud avec l'assujettissement du frère au nord, je dirais, ennemi, la question de l'interopérabilité, de la capacité à véritablement utiliser en fait les vecteurs qui sont en train d'être déployés se pose. La question que j'aimerais te poser, c'est que est-ce que d'un point de vue, pas d'un point de vue de doctrine, mais d'un point de vue vraiment pratique, est-ce que la diversification, on va encore parler des drones parce que c'est plus facile, parce qu'il y a beaucoup plus de chiffres et de communication là-dessus, la diversification dans l'acquisition de drones chinois, turcs, euh, américains, etc., euh, pose-t-elle des limites dans l'emploi en cas de conflit, ou même en cas d'exercice comme African Lions, par exemple,
pour un pays comme le Royaume du Maroc. Ok, donc vous avez très bien fait. Donc, la liaison est faite avec ce qu'a dit Amine concernant l'interopérabilité. Mais si tu permets, je voudrais juste éclaircir certains points sur l'interopérabilité parce que je pense qu'il y a une certaine on confond un peu, ou plutôt on généralise le terme interopérabilité. Donc, interopérabilité, ce n'est pas la compatibilité technique, on est d'accord? Non, non, bien sûr. Voilà. Donc, elle comporte 5 dimensions. Pour moi, elle comporte 5 dimensions. Donc, on a la première dimension qui est technique. Est-ce que les systèmes peuvent-ils communiquer entre eux? Donc, pratiquement, est-ce qu'on est sur la même fréquence? Deuxième dimension, c'est doctrinal. Donc, est-ce que les armées partagent-elles les mêmes procédures d'engagement et de commandement? Parce que s'il y a un commandement qui comprend d'une manière et l'autre d'une autre manière, on est parti pour ne pas se mettre d'accord. La troisième dimension, c'est logistique. Donc, les chaînes de maintenance, les pièces détachées et les soutiens sont-ils compatibles? Après, il y a l'humain qui est très important. Les personnels sont-ils formés ensemble et habitués à travailler selon les mêmes standards? Vous avez souligné le terme standard est très important, et déterminant. Et enfin, la cinquième dimension qui est politique. Donc, les restrictions imposées par les différents fournisseurs sont-elles compatibles entre elles? Donc tout ça pour pouvoir clarifier un petit peu ce qu'on entend en général par interopérabilité. Donc, si je peux me permettre une petite histoire, donc nous on avait vécu dans Medler le problème d'interopérabilité. Est-ce que j'ai le temps pour faire ça ou pas? Oui, bien sûr. Ok, très bien. Donc on avait, je ne sais pas si vous savez, mais dans les avions, des avions de chasse, on a besoin d'oxygène pour respirer. Donc, il y a un fournisseur marocain qui nous fournissait de l'oxygène respirable à usage humain. Et donc, nous, on s'était mis d'accord, on s'est mis d'accord sur les procédures pour pouvoir avoir une certaine qualité d'oxygène. Maintenant, en faisant des échanges avec les différents pays, notamment la France, et par raison pour gérer la parcimonie, le budget lors des exercices, ils se sont dit, au lieu de transporter une citerne à oxygène, parce que pour pouvoir transporter une citerne à oxygène, c'est d'abord, faut la mettre dans un avion, cargo, il n'y a personne, il n'y a pas de matériel dangereux. Et il faut avoir des shooters opérationnels pour pouvoir l'éjecter en cas de pépin. Et en plus, ça coûte énormément cher. Donc, ils se sont dit, pourquoi ne pas utiliser l'oxygène marocain? Donc, ils sont venus chez nous. On a dit, voilà, on va faire une commission, on va faire le tour des fournisseurs et des installations qu'on a sur place. Donc, il fallait prédisposé du côté marocain pour pouvoir faire cette démarche-là et du côté fournisseur aussi. Donc, il s'est prêté au jeu, heureusement, il s'est prêté au jeu parce qu'il a dû investir sur du matériel pour pouvoir le mettre à niveau. Ce n'est pas la qualité n'était pas mauvaise, mais c'est qu'on demandait aux fonctions du STANA qui était en vigueur dans les normes OTAN, et il fallait avoir cette catégorie, cette norme-là. Donc, pour mettre tout ça au standard, il fallait faire il y a un effort considérable sur l'entraînement du personnel, l'utilisation du matériel et l'investissement en matériel pour pouvoir le mettre à niveau. Donc, tout ça pour vous dire comme quoi l'interopérabilité, ce n'est pas une chose facile, il faut du temps, et il faut de la patience et des moyens. Alors, donc je reprends. D'ailleurs, donc l'African Lion, Nisra en avait parlé. Donc, il démontre chaque année que des matériels d'origine diverses peuvent coexister sur un même théâtre. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le même matériel. Donc, on a du matériel différent. Mais coexister n'est pas s'intégrer. Donc, intégrer des systèmes américains, turcs, israéliens ou indiens dans une architecture opérationnelle cohérente suppose une normalisation que les exercices annuels et les contrats commerciaux ne produisent pas automatiquement. Donc, à mesure que les partenariats se multiplient, donc la cohérence d'ensemble devient presque aussi importante que les équipements eux-mêmes. Donc, sans une vision transversale, chaque partenariat apporte ses propres standards, ses propres contraintes, ses propres règles de soutien et parfois ses propres restrictions d'emploi. Donc, le risque n'est pas l'absence de capacité, le risque est de disposer d'un ensemble performant, mais fragmenté. Donc, autrement dit, non pas un système cohérent, mais un archipel de dépendances parallèles. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, c'est-à-dire Si. par rapport à l'interopérabilité, je pense que c'est ça la vision globale pour pouvoir avoir une idée très claire. C'est-à-dire qu'il y a un choix politique et logique, je dirais, de développement d'une autonomie stratégique en acquisition pour des satellites, pour des drones, en multipliant les pays sources, je dirais, vendeurs, peut en fait finalement aboutir à des difficultés opérationnelles quand il s'agit de mener des exercices conjoints avec des pays tiers, c'est ça?
Alors, c'est pour ça qu'avant de faire, en général, avant de faire des exercices, on a des réunions préliminaires et c'est là on se met d'accord, non pas uniquement sur le scénario, mais sur le matériel utilisé et comment rendre ce matériel communicant et interdépendant. Donc, c'est ça, le but du jeu, c'est ça, au fait. Ce n'est pas uniquement remettre le même scénario qui va faire quoi, mais c'est qu'est-ce que j'utilise comme matériel et qu'est-ce que je peux rapporter et est-ce qu'il y a une façon de mettre au diapason ce matériel-là. Très bien. Parfait. Et Nizar, justement, où est-ce qu'on en est sur l'élaboration de je dirais, d'un cadre institutionnel qui permettrait d'orienter à la fois la production, mais aussi la commande pour toujours. Parce que quand on regarde le Maroc, on se dit oui, la Corée a fait ci, les pays de l'Est ont fait ça, etc. Mais c'est aussi le pays le plus avancé sur ce chemin de l'autonomie stratégique par rapport à l'ensemble du continent. Où est-ce qu'on en est sur cette réflexion-là, justement? Alors, c'est bien de parler de cette notion qui est importante, qui revient souvent dans les débats, qui est celle de la doctrine. Pourquoi? Parce que la doctrine dans une armée, c'est la base, on va dire, fondamentale qui va mettre le cadre de l'intervention et des missions les plus importantes d'une armée. Amin l'a dit tout à l'heure, le Maroc n'a pas de document officiel, à l'exemple, par exemple, du livre blanc qu'a l'armée française, que l'on retrouve souvent dans beaucoup d'armées occidentales. Je pense que c'est un choix qui était fait de manière réfléchie. Donc, ne pas avoir de document de doctrine, donc un document institutionnel, je pense aussi que ça permet une certaine latitude de ne pas exposer, on va dire, ses principales orientations militaires, etc. Mais toujours est-il que cette question se pose. Elle se pose de plus en plus avec, je dirais, beaucoup plus de récurrence maintenant que le Maroc a entamé ce chantier, qui est un chantier stratégique de la BITD, de mettre en place une industrie marocaine souveraine et solide qui réponde en même temps aux besoins des forces armées marocaines, mais qui permettent aussi au Maroc, à travers ses partenariats, de vendre son propre matériel et de vendre derrière peut-être aussi sa propre influence. Alors, je vais pas dire que je vais expliquer un peu ce qu'est la doctrine marocaine dans ce sens. Je vais peut-être faire une lecture stratégique qui est basée sur le constat, sur ce qu'on voit à travers chaque année l'exercice African Lion, qui est une vitrine, je pense, à mon sens, des capacités marocaines. Et durant cet exercice, je pense que les forces armées royales volontairement font participer tous les médias, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour participer au plus près à ces exercices et voir quelles sont ces évolutions et quelle est cette stratégie de renforcement des capacités de l'armée marocaine. Donc je pourrais dire, selon ma modeste, je vais dire, analyse, c'est que le Maroc, depuis maintenant une dizaine d'années, c'est ce qui est rapporté par plusieurs experts, par plusieurs médias, c'est que le Maroc a fait le choix de miser sur du matériel, je vais dire, à haute valeur technologique. Un matériel de rupture technologique, on va citer par exemple le drone. Le Maroc a actuellement l'une des plus importantes flottes de drones militaires par rapport à toutes les armées du continent, dans lesquelles on trouve de l'ISR, du drone de frappe, etc. Le Maroc aussi a été le premier pays qui a acheté, par exemple, les drones Bayraktar TB2. C'est ce qui explique que les forces armées royales sont au devant de tout ce qui se produit sur le plan technologique et qui peut apporter un avantage décisif opérationnel sur le terrain. C'est pour ça aussi que le Maroc a misé, par exemple, sur le système Patriot, sur les lance-roquettes HIMARS, etc., etc. La liste est longue. Mais le Maroc a compris que avoir uniquement du matériel, de l'armement à haute valeur technologique ne suffit pas. Le meilleur exemple est ce qu'on a vu actuellement dans le conflit qui a opposé les États-Unis et Israël d'un côté contre l'Iran, donc deux des plus importantes puissances militaires, et surtout sur le plan de la R&D, de l'innovation,
de pays qui innovent, qui ont ce qui se fait de mieux comme missiles, comme système antimissile, etc. Et durant ce conflit qui n'a pas duré très longtemps, on a vu toutes les limites de se concentrer sur du tout technologique. Et le Maroc a aussi, les forces armées royales ont aussi misé depuis longtemps sur cette combinaison de matériel à haute valeur technologique, mais également sur du matériel rustique, sur du matériel robuste, sur du matériel qui est facilement, on va dire, en termes de moyens, de coûts, qui ne demande pas beaucoup de moyens, beaucoup de temps pour la MCO, le maintien en condition opérationnelle du matériel, qui est quelque chose de très fondamental. On peut avoir le meilleur matériel, si tout ce matériel n'est pas opérationnel, n'est pas entretenu, avec peut-être du matériel, des chars qui demandent une maintenance lourde, qui demandent des temps de, je vais dire, où le matériel est dans les ateliers et qu'il n'est pas disponible. Donc le Maroc a compris qu'il fallait combiner entre les deux, d'autant plus que le terrain de manœuvre terrestre au Maroc est, je vais dire, peut-être à 50% au plus, est un terrain difficile d'accès, un terrain désertique, avec des conditions météo difficiles et où il faut du matériel qui soit rustique peut-être, mais qui soit robuste et qu'on puisse l'utiliser et surtout en temps de guerre. Et c'est ça la chose la plus importante, c'est qu'on ait cette capacité toujours à avoir le maximum de matériel qui puisse répondre à l'effort de guerre et qui puisse être rapidement, je vais dire, entretenu ou réparé. Donc on a ces deux, je pense, fondamentaux. On a un autre axe fondamental qui est la coopération militaire marocaine avancée avec des armées de pointe, comme les États-Unis, qui permettent au Maroc, par exemple, d'utiliser le Link 16. Ça, le colonel Kaab en parlera beaucoup mieux que moi, mais juste pour dire que c'est un système qui permet de connecter donc, les avions de chasse qu'a le Maroc, qui sont les F-16. Donc, c'est une liaison qui est sécurisée et qui permet d'avoir une liaison de tous les effecteurs qui sont sur le terrain. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qui permet de donner aux forces armées royales un avantage sur tel ou tel adversaire. Merci Nizar. Thomas, on va prendre quelques. Est-ce que Oui, je peux bien sûr, rapidement... tu peux réagir, après on prend les questions de notre auditoire. Okay, rapidement, c'est par rapport à ce qu'a dit Nizar. Moi, je serais plutôt partisan de dire que le Maroc n'achète pas, il est entré dans une phase où il est en train de moderniser. Parce que quand on entend le terme acheter, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une compétition, or que ce n'est pas le cas. Nous, on est en train de moderniser parce que le matériel il date d'un certain âge et que l'évolution du terrain et de la situation géopolitique a carrément changé, qu'il fallait mettre à jour en fonction de la menace qui est dans la région. Voilà, c'est tout. Si je peux permettre, j'aimerais juste moi aussi rebondir sur ce qu'a dit Nizar, qui est très intéressante, parce qu'il a parlé de matériel low cost et de dualité entre avoir de la haute valeur ajoutée, de la production à haute valeur ajoutée et de la production low cost. Moi, je trouve qu'il a raison et j'aimerais juste penser, je pense, ça c'est ma pensée à moi, j'en avais déjà discuté avec Nizar sur plein d'articles, c'est que le low cost pourrait être une sorte de locomotive, de moteur pour commencer l'exportation du Made in Maroc dans tout ce qui est production de défense. Parce que nous avons déjà des bases industrielles qui peuvent être rapidement changer, on va dire migrer du civil à la défense. On peut parler de textile, on peut parler d'automobile, on peut parler d'aéronautique en termes de maintenance, on peut parler de pharmaceutique, d'agroalimentaire aussi. Donc, ce sont toutes des strates qui peuvent être rapidement déployées pour de l'usage militaire. Par exemple, j'ai parlé de l'automobile. L'automobile, on peut déjà faire un châssis, etc. Il suffit juste de changer l'habitacle, le mettre en blindage, etc. Et ça devient un véhicule militaire. Ou bien faire du 4x4 ou faire un modèle. Et tout cela peut être facilement, on va dire, exporté dans la profondeur stratégique marocaine. C'est là où ça rentre en jeu au niveau des armées africaines, tout simplement. Donc, c'est être pourvoyeur, déjà rentrer, on va dire, dans les carnets d'achat de ces différentes armées sur du consommable, mais qui produit beaucoup, et c'est des carnets de commandes qui sont régulièrement
ça apporte du cash flow, on va dire, à l'industrie, et ça permet, et après, un autre point sur lequel j'aimerais ajouter, donc, c'est aussi, j'aimerais bien qu'on puisse, justement, c'est là où le manque de doctrine ne permet pas de savoir si ça va être utilisé ou pas, de capitaliser sur toutes les coopérations académiques au niveau militaire. Le Maroc est un gros formateur des officiers de différents rangs des armées partenaires africaines. Et je trouve que si nous arrivons à avoir déjà du Made in Maroc incorporé dans nos armées, c'est excellent pour les gens qui viennent s'entraîner au Maroc, qui vont vont Tout pendant à fait. un an, des mois, utiliser du Made in Morocco et après seront en poste dans leur pays, mais ça va aussi pour les responsables civils, ceux qui signent les chèques, ils sont aussi formés au Maroc. Donc, je pense qu'il faut aussi faire de l'influence sur ce volet-là. C'est ce qu'a fait Ça effectivement Israël, c'est ce qu'ont fait plusieurs pays d'Europe de l'Est, etc. exactement. effectivement. Je m'arrête là sur ma digression. Merci beaucoup, Alors, Thomas. il y a une question de la part de El Manani Ahmed, mais on y a déjà répondu tout au long du propos. Il y a une question, je pense, qui est un peu aussi un des nerfs de la guerre, la question de Terry Liman, c'est quels sont les prérequis institutionnels, on en a parlé, modèle DGA, modèle DAPA, en fait, modèle civilo-militaire de donneur d'ordre et de planification, mais quel est le modèle financier? Et je pense que effectivement, la question du modèle financier, quand on a des acteurs étrangers, je pense que c'est quelque chose qui mériterait un workshop entier, pour le coup, en termes de PPP civilo-militaire, mais quel est un peu le modèle qui pourrait caractériser ce développement d'une BITD marocaine? Qui veut prendre la parole sur ce point-là? Bon, voilà, parce que personne, je me dévoue, je vais me jeter à l'eau. Je pense que le meilleur, ce serait utiliser les champions des pays, mais bon, chaque pays a sa particularité. Il faudrait peut-être intéresser les industriels marocains d'une manière ou d'une autre, soit par, je sais pas moi, des facilités tout ce qui est dans les taxes et tout ça, pour pouvoir les inciter à faire ça. Mais il faut forcément s'appuyer sur les champions. Je pense que parce que pour faire de l'industrie, c'est de l'industrie de ce genre, de défense. Le retour sur investissement n'est pas automatique d'abord, et Pas il immédiat s'inscrit surtout. sur le long terme. Voilà, c'est ça. Et il s'inscrit sur le long terme. Donc, on ne va pas faire de l'investissement sur le BTP où je construis un immeuble et je perçois mes rentes rapidement. Non. Donc, il va falloir encourager ces industriels pour pouvoir investir dans ce champ-là. Je pense, à mon humble avis. Mais bon, je suis pas dans les secrets des dieux et je n'ai pas cette faculté aussi. On voit aussi, au niveau institutionnel, Nizar, justement, est-ce que c'est pas la CDG, qui est aussi un acteur financier d'une certaine manière, qui est en charge du développement des zones, des futures zones industrielles de défense, c'est ça? Alors, la CDG a été citée depuis, je pense, 1 an et demi ou 2 ans, comme de par l'expertise qu'elle a à développer des zones offshore. Des zones, ouais. Je pense qu'elle l'a fait avec succès dans plusieurs zones industrielles au Maroc. Je citerai notamment la zone qui n'est pas très loin de nous, la Technopolis de Salé. La CDG a ce savoir-faire, a cette expertise. Et en fait, je pense que tu as bien fait de citer l'exemple de la CDG. En fait, il faut comprendre que le chantier de l'industrie de défense est un chantier qui doit normalement voir la collaboration de plusieurs entités, déjà institutionnelles, mais également privées. Donc, les premiers concernés, bien sûr, c'est l'administration de la défense nationale, ce sont les forces armées royales, les autres corps comme la gendarmerie, ainsi de suite. On a également la CDG comme un acteur étatique qui est, je pourrais dire, le bras financier du royaume pour lancer de grands chantiers comme le chantier du tourisme, etc. Mais je vais dire, le manque qu'on a actuellement, c'est le manque de passerelle entre ces différents acteurs qui traditionnellement n'ont jamais travaillé ensemble. Et je pense que ça, c'est réellement le vrai retard qu'on a au Maroc. C'est ce que j'ai remarqué, par exemple, en étant à Eurosatory, c'est que les industriels, avec les militaires, ont cette tradition culturelle d'échange et de partage depuis, je dirais, des décennies, voire des siècles. Tout simplement parce que l'acteur industriel, c'est en fait le bras industriel, le bras technologique qui va permettre aux militaires de développer les produits dont ils ont besoin. Donc, produire un char ou bien un drone, on a besoin des connaissances et de l'expertise technologique d'un ingénieur, mais qui va être accompagné
par l'utilisateur de cet outil sur le terrain. Et donc, on a besoin de cette interdépendance, de cet échange. Ça, c'est un manque que l'on retrouve au Maroc. Et c'est ce qui explique, entre autres, le fait que dans beaucoup de segments industriels dont a parlé Amine tout à l'heure, le segment du textile, du matériel, par exemple du software, etc., qui sont des segments qui ont fait leurs preuves au Maroc. On a également un vivier très important de jeunes ingénieurs développeurs, de jeunes. Le meilleur exemple est le produit marocain qui est le fondateur de Harmattan AI et qui ne demande au Maroc, je pense, qu'à essayer d'intégrer et de rentrer dans cette industrie de la défense. Ce qui manque réellement au Maroc, donc, ce sont ces passerelles, c'est le fait que ces institutions fonctionnent entre elles. Ce qui manque aussi, c'est cette culture de défense que l'on ne trouve pas, à part dans le monde cloisonné, bien sûr, militaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé, je pense, avec toi, Thomas, avec Amine et avec Ali, de créer cette plateforme d'échange qui est DEFSEC, tout simplement parce qu'on avait fait le constat que le Maroc, avec les forces armées royales, la gendarmerie, les services de renseignement, est une puissance militaire et sécuritaire qui est saluée pour son expertise, mais que malheureusement, on n'a pas dans le domaine universitaire, dans le domaine de la recherche civile, dans les médias, on n'a pas cette continuité et on n'a pas cet accompagnement. Je vous donnerai une anecdote très simple, c'est que quand j'étais à Rosatori, j'ai fait le stand KNDS, j'en ai parlé tout à l'heure, pour avoir des explications sur les nouveaux chars. Et j'ai eu un jeune qui avait 23-24 ans qui m'a expliqué quel était le besoin derrière la conception du char K-Paint et quelle était surtout son utilisation. Et comme je me suis présenté en tant que chroniqueur défense marocaine, il a rapidement compris quels étaient les besoins des forces armées royales, quel était le terrain dans lequel travaillait le Maroc. Et je lui ai posé, bien sûr, instinctivement cette question, est-ce que vous avez une formation militaire? Donc ce jeune homme avait fait une école de commerce, avait fait une école de sciences politiques, mais il avait une culture de défense très importante. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Dans nos écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, etc., cette culture de la défense, cette connaissance profonde. Alors, je ne parle pas de juste connaître que le Maroc a tel avion, etc. On a quelques influenceurs, quelques youtubeurs au Maroc, mais on manque de cette profondeur stratégique, de cette réflexion. D'ailleurs, chaque année, quand on fait notre forum, c'est qu'on a très peu de chercheurs, d'universitaires, on a très peu de publications, je dirais directement, scientifiques dans le domaine militaire et sécuritaire. Donc voilà, je finirai par ce point. Et c'est aussi une porte ouverte, peut-être, un chantier de réflexion pour essayer de développer ce chantier stratégique. Ouais, tout à fait. En fait, ça me permet de rebondir à la dernière question qui est tombée, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont plus sur de la géopolitique ou alors sur comment doivent faire les forces armées royales pour créer des startups. Je ne vais pas me prononcer sur ces sujets-là, je vous le dis tout de suite. Je vais prendre la question de Rim Haït El Haj. Justement, a-t-on l'ambition, les moyens de créer un écosystème de la défense au Maroc? Alors, créer un écosystème industriel, oui, l'État a l'ambition, les banques peuvent suivre, les moyens sont là en plus d'un point de vue industriel, mais sur la question de la culture civilo-militaire, c'est pas que à l'État en fait de s'en emparer, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a au Maroc de plus en plus de médias, dont tel quel qui en parlent, dont La Vie Écho, il y a de plus en plus de médias qui abordent ces questions-là, il y a de plus en plus de think tanks qui en parlent, il y a le PCNS. Il y a la plateforme qu'on a créée, DevSec, qui est un forum pour un peu casser ces silos-là et favoriser la réflexion dans un cadre consensuel et contrôlé, justement. Et puis, il y a aussi aux universités et aux grandes écoles de s'en emparer. Tu parlais des chercheurs, les chercheurs universitaires. Il y a peut-être aussi des passerelles à faire, c'est-à-dire la possibilité pour des officiers supérieurs en deuxième section de partir dans des universités pour aller participer à deuxième section, ceux qui sont à la retraite. De partir se former dans des diplômes de sécurité internationale, dans des diplômes de sciences politiques, plus pratiques pour ceux qui sont ingénieurs sur la partie ingénierie, mais c'est aussi au monde universitaire et de la recherche de s'emparer de ces sujets-là, parce que ça n'est pas dans l'ADN militaire
d'aller communiquer de toute façon. Donc, mais ça ne veut pas dire pour autant que la communication et l'acculturation sur ces sujets-là est interdite. Et, Thomas, au risque et de te contredire, est-ce que je peux? oui, vas-y, vas-y. Au risque de te contredire, il y a eu un DESA. Moi, j'ai effectué un DESA en 2014 à l'université Oui, Mohamed V de Rabat d'Agdel, qui s'appelait Géopolitique et Défense. oui. Il était organisé par le 3e bureau des armées, des forces armées royales, Mhm. et la promotion était en deux parties. On était toutes armes confondues, et d'autre Ouais, partie, il y avait des civils qui étaient avec nous en classe. super. Donc, on avait une promotion on était 12-14 personnes, moitié Ouais, militaire, moitié civile. Et il y a une création, je ne sais pas, il n'y a pas longtemps, 2, 3 ans, hein, Nizar, tu me diras, la création au niveau du collège royal à Kenitra, il y a une institution qui vient d'être créée pour pouvoir mettre en étude, aussi comme le système américain, ils mettent les hauts gradés des militaires qui ont déjà fait leur école de guerre avec des civils qui sont supposés appelés à avoir des postes de direction quelque part. Et donc pour pouvoir se connaître au fait et parler le même langage et pouvoir facilement communiquer quand ils seront appelés à prendre des décisions ou à être au travail en commun. Voilà. Je veux c'est juste bien. vous dire ça. J'ajouterai à ce Après, point que même, il y a eu dernièrement une école doctorale au Collège royal d'études militaires stratégiques de Kenitra. Mais la question que je pose, si Ednan en a parlé, je ne sais pas, est-ce qu'il y a ce mélange entre les hauts gradés militaires, par exemple, et des cadres je dirais, d'entreprises nationales ou bien d'acteurs stratégiques, par exemple, comme l'OCP, etc., qui permettraient ce transfert de connaissance de la stratégie militaire du monde militaire vers le monde civil. Je pense qu'il y a déjà une passerelle qui a été créée au niveau de l'UNCISP sur l'aéronautique avec le centre d'excellence de Boeing. Là, on retrouve un peu tout le monde. On retrouve l'industrie, on retrouve justement OCP, on retrouve l'armée, on retrouve tout le monde, tous les acteurs. Mais il y a aussi, je pense, il y a une licence ou un master qui a été ouvert à l'UNCISP sur les questions de sécurité et de défense. C'est tout récent, je pense qu'il n'a même pas un an. Qui est porté par un des rares praticiens de la défense, le professeur Hudegui. J'ai assisté à son Oui, cours, j'ai été appelé à intervenir dans son cours de licence. exactement. Mais il y a aussi certes une petite ouverture du niveau on va dire, des universités militaires, si on veut le dire, on va dire de l'enseignement supérieur, mais on est encore loin de ce qu'on voit, et je parle sous votre contrôle bien sûr, comme l'école de guerre française, on a des auditeurs libres, on a une certaine ouverture au monde civil pour au moins avoir ce melting pot d'idées, etc. Il y a aussi des West Point, etc., les universités, les incubateurs américaines où on crée ce genre de mélange entre civils et militaires pour justement créer une réflexion. Mais là, on revient en question de la culture. C'est ce qui permet d'avoir cette culture défense. C'est cette réflexion au niveau universitaire et ce mélange entre officiers et analystes et parfois simples étudiants qui se retrouvent par là, par module interposé. Donc, je pense que on commence une ouverture, c'est comme l'industrie en elle-même, ça va prendre du temps. Du Je temps. pense que ça va prendre du temps. C'est comme quand on voit pour les transferts de technologie et pour commencer à produire localement, ça va prendre minimum 10 ans. Le temps de pouvoir former les ingénieurs, les techniciens, d'avoir au moins de commencer à avoir. Et c'est pareil aussi pour la mentalité, ouais, bien j'imagine. sûr. Ouais, Donc tout ça à va fait. Je te venir. coupe, Amine. Ouais. Il ne faut pas Je te s'attendre coupe, à une Amine, parce ouverture. qu'on va conclure, mais c'est un peu le mot de la fin. Ça répond à une des questions. C'est pour, quand les auditeurs se posent la question de pourquoi le Maroc ne rayonne pas en Afrique de l'Ouest sur ce sujet-là, mais c'est parce qu'en fait, on est dans un état de construction de la base industrielle de défense nationale au Maroc. Il faut penser en cercle concentrique. C'est que après vient naturellement le rayonnement sur la région Afrique de l'Ouest, et après, éventuellement, venir concurrencer des champions dans leur propre région. C'est ce qu'a fait la Corée, c'est ce qu'ont fait les Turcs. Les Turcs n'ont pas commencé à vendre en Afrique, ils ont commencé à faire chez eux de la frégate, du fusil, de l'équipement du soldat, ils ont fini par tout couvrir, puis ils sont allés partir vers les pays de l'ancien Empire ottoman, de l'ex-URSS, etc., d'Asie centrale, et après on les a vus s'afficher à l'international. Mais tout ça, en fait, s'inscrit dans un temps beaucoup plus long. Je tiens à vous remercier, messieurs, pour la qualité de vos interventions. On était à plus de 90 participants, ce qui prouve l'intérêt porté à ce sujet au Maroc et au-delà, puisqu'on a aussi beaucoup de participants d'Afrique de l'Ouest.
encore un grand merci. On se retrouve sûrement pour un prochain séminaire en ligne dans les prochains mois. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée à tous nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.